merci à tous ceux qui ont pu se libérer pour cette session, cette masterclass. Alors, je vais parfois avoir la langue qui va fourcher, je vais dire webinar, masterclass. Euh, avant de commencer, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je pense que ça commence à se raréfier pour ceux qui suivent un peu Accelor. Donc, Pierre Couderve, je suis responsable produit chez Accelor sur beaucoup de projets qui sont liés au low-code, le BPM, et plus récemment sur l'IA. Et à cet égard, j'ai sur l'année 2025, en fait, suivi 2024-2025, j'ai suivi une formation à Polytechnique dont l'intitulé c'est AI for Business, et qui était vraiment centré sur l'usage de l'IA et sur la production de valeur de l'IA dans les entreprises. Une formation assez structurante, très intéressante. Et aujourd'hui, on a cette volonté chez Accelor de vous faire part un peu de faire du ruissellement de la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle on organise cette deuxième masterclass. On en avait fait une première il y a quelques mois, et puis les contraintes d'emploi du temps ont fait que elles se sont étalées, en fait. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment bien piloter son projet IA en pensant à l'utilisateur et également dans le contexte de ce changement, cette transformation qui serait accompagnée par l'IA. Quels sont les enjeux légaux et éthiques qu'il faut avoir en tête? Alors, en termes de format, la durée estimée, c'est 1h45. Ça dépendra peut-être beaucoup plus de vous que de moi. Bon, en fait, on va être tous à peu près autant responsables. On ne va pas faire 1h45 sans pause. Je vais vous laisser une petite pause, puis de toute façon, il y aura des parties un peu plus interactives, on aura des études de cas et bien entendu des sessions questions-réponses. Et concernant d'ailleurs la partie questions-réponses, vous avez là dans Livestorm un espace dédié pour poser des questions. Je vous invite à les poser dans cet espace-là. Alors, je surveillerai le chat, mais en fait, ça me permet d'éviter de surveiller deux endroits différents si jamais il y a des questions. Et on se prendra du temps pour y répondre. Il se peut que certaines questions, j'y réponde finalement au cours de la prestation, puisqu'elles sont très centrées sur le contenu affiché. Si ça vous va comme mode de fonctionnement, on peut partir là-dessus et un peu commencer par notamment énumérer les différents objectifs pédagogiques. Vous voyez là ce webinaire. Allez, hop, premier fourchage. Les objectifs pédagogiques. Alors, le premier, je dirais le plus essentiel, c'est comment concevoir et piloter un projet IA. Je ne vous fais pas preuve d'une grande découverte en vous annonçant qu'aujourd'hui, l'IA est dans la bouche de tout le monde et à tous les niveaux. Et nécessairement, il y a une volonté qui, pour une fois, est descendante, hein, c'est-à-dire que c'est le C-level qui a envie d'aller vers l'IA et c'est plus une remontée inverse. Et donc, comment est-ce qu'on va réussir, avec une approche guidée par des besoins utilisateurs et de la valeur, c'est très important, à concevoir un projet IA? Dans la conception d'un projet IA, il y a une part très importante qui va être d'intégrer des exigences légales. Pourquoi elle est importante dans un projet IA? Parce qu'on a deux aspects. On a le RGPD et l'AI Act. Et ça, dès la phase de conception, il faut en avoir conscience. L'AI Act nous imposera d'ailleurs très souvent et quasiment systématiquement de mettre en place une gouvernance adaptée et d'identifier des risques également. On a tous ces trois blocs-là qui sont intégrer les exigences légales, la mise en place de la gouvernance et l'identification et la gestion des risques. Finalement, on aurait pu les regrouper en un, mais on va les traiter indépendamment. Et enfin, dans l'objectif pédagogique, on va avoir la méthodologie itérative. Pourquoi est-ce que cette méthode itérative elle est adaptée finalement à des projets IA? Je sais, j'ai plus ou moins conscience qu'autour de la table, aussi virtuelle soit-elle, on baigne tous à peu près de près ou de loin dans l'informatique, donc on a déjà un peu cette culture itérative, agile, peu importe. Néanmoins, c'est toujours intéressant de se le rappeler.
Dans la précédente masterclass, mais je vais le rappeler ici, hein, j'avais évoqué un livre que j'invite à peu près tout le monde à avoir, non pas sur sa table de chevet, mais au moins dans sa bibliothèque, c'est Why Data Science Projects Fail. Alors, il est pas long à lire, il fait un peu plus d'une centaine de pages, ça fait longtemps que j'ai parcouru, et il explique pourquoi est-ce que 80% des projets liés à la data science, mais en fait l'IA c'est la même chose, échouent. Et comment ne pas les faire échouer. Et globalement, ce n'est qu'un rappel des bonnes pratiques. En fait, on les connaît toutes, mais les avoir centralisées dans un élément qu'on va suivre, ça nous permet d'éviter d'échouer. Alors, une fois qu'on a calé ces objectifs, notamment de l'IA, on a des chiffres, on a des vrais chiffres hein, qui commencent enfin à arriver. On aurait fait cette masterclass il y a 1 an et demi, on n'aurait peut-être pas été aussi précis en termes de chiffres. Alors, il y a un chiffre qui est global, qui est 16% des entreprises françaises utilisent de l'IA. Je vais un peu nuancer ce propos parce qu'il y a le 15 septembre de cette année, et donc c'était mise à jour le 19 septembre, là j'ai revérifié, il y a France Num qui a publié son rapport sur l'usage du numérique au sein des PME, TPE en France. Il y a pas mal de données qui sont intéressantes autour de ça. Et l'une des plus intéressantes, alors je vérifie mes dires, hein, mais l'une des plus intéressantes, c'est que 26% seulement des entreprises en 2025 ont eu recours à l'IA, ont utilisé l'IA. Alors, faut aussi mettre ça en perspective du pourcentage d'entreprises qui sont équipées numériquement. Je crois que le pourcentage équipé numériquement, il n'est pas loin des 90%, 87% me semble-t-il. Ce qui est logique puisque la réforme liée à l'e-facturation impose de passer sur du numérique. Donc 26%. Il y a 2 ans, on prévoyait qu'en 2025, 80% des entreprises utiliseraient de l'IA générative. Il faut croire que nos Nostradamus modernes se sont un peu plantés. Si on regarde un peu sur ces 26% et qu'on regarde comment sont découpés ces 26%, il y a à peu près 20%. Enfin, sur ces 26%, c'est 20% en fait, c'est l'usage de l'IA générative de chatbot. 5%, c'est l'usage de l'IA pour faire du prédictif de données. Ce qu'il faut le rappeler, hein, dans le contexte d'un ERP, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est joli d'avoir un chatbot dans un ERP. C'est plus efficace de faire du prévisionnel en termes de valeur. À noter qu'en France, on est très en retard là-dessus. Hein, donc, là, 30% en Allemagne. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont pas réactualisés depuis le 15 septembre. Hein. L'Allemagne est beaucoup plus en avance. Les États-Unis, d'autant plus. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un boom de l'IA générative par rapport à d'autres technologies. Pourquoi ? Parce que en fait, l'IA s'est imposée au public avant de s'imposer au monde professionnel. Et du coup, tout le monde l'a veut. Parce qu'on a tous été ébahis, c'est le mot, par les résultats des chats GPT, Claude et Mistral et compagnie. Alors par contre, il y a des vrais défis aujourd'hui au niveau des entreprises, c'est que ça demande de l'investissement à plusieurs endroits. Hein. C'est de l'investissement humain et de l'investissement financier. Et jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent, on avait assez peu de feedback sur finalement le ROI des projets IA en entreprise. Je dis jusqu'à présent parce que, encore une fois, donc là c'est en août ou début septembre, le MIT a publié un rapport qui explique très factuellement, en se basant sur des interviews de plus de 1000 entreprises, je crois, que 95% des projets IA n'ont pas rapporté de valeur. Ce qui est assez surprenant parce que, en fait, on avait tous prédit que l'IA allait démultiplier l'efficacité de notre travail. On se rend compte que dans 95% des cas, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est souvent un peu l'inverse. Alors, je pense que c'est parce que les besoins sont mal cadrés. Et ça, malheureusement, ouais, non, j'ai eu un message, la connexion a été rétablie. Bon. Espérons que vous avez tous suivi.
Pourquoi? Parce que les projets sont mal cadrés et puisqu'il y a une belle part aussi fantasmatique autour de l'IA. Aujourd'hui, l'IA n'est pas magique. L'IA est basée sur la data. Et en France, la data, c'est pas notre point fort, hein, vraiment pas. Il y a aussi également des complexités qui vont être réglementaires. On en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Hein. Il y a un cadre juridique assez strict et nécessaire d'ailleurs dans l'usage de l'IA. Et puis il y a des dépendances technologiques qui sont très fortes aujourd'hui. Exception faite de quelques rares passionnés qui se sont posé la question de comment entraîner son propre modèle de langage, puisqu'on parle beaucoup de LLM, hein, mais on pourra parler d'autres technos. Localement, on va tous avoir à peu près le même réflexe, et tout le monde l'aura. C'est aujourd'hui l'IA, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est américain, et aujourd'hui, les solutions américaines n'ont pas franchement le vent en poupe, pour plusieurs raisons. Et je porte votre attention très fortement sur la dépendance technologique. La dépendance technologique, faites attention. Hein, alors, il y a des acteurs français, bien sûr, et européens. On avait tous été scandalisés il y a un an, je crois, c'était un an ou un an et demi, quand OpenAI a dit finalement on lance l'argent. Rien ne les empêche dans un an de dire finalement maintenant c'est 2000 $ et on n'en a rien à faire de vos gémissements. On a d'ailleurs vu ça pas plus tard qu'il y a 48 heures. Il y a 48 heures, il y a un serveur AWS qui est tombé aux États-Unis. Il y a je ne sais pas combien de pourcents d'Internet mondial qui a été impacté. AWS a dit j'en ai rien à faire. C'est dommage pour vous. C'est quand même fou de se dire qu'une entreprise qui a eu un impact business assez fort, hein, son réflexe, c'est pas de dire excusez-nous, on va vous dédommager, c'est votre problème. Dans le contexte de la dépendance technologique, on est en plein dedans. Il faut faire attention. Demain, OpenAI, Anthropic, qui vous voulez, Quens, Grok, enfin XAI, tous ces acteurs-là augmentent leurs tarifs, restreignent les fonctionnalités, on est dépendant d'eux. Alors, ça lag, je vais m'asseoir et je vais arrêter de bouger en espérant que si je rapproche le micro, c'est mieux. Donc aujourd'hui, voilà, mettre en place de l'IA, il y a quand même des questions à se poser, des enjeux. Et on a besoin finalement d'une approche très structurée. Alors, parlons-en un peu de cette approche-là. Et ce que je préconise, je ne vois pas d'ailleurs d'autres approches, c'est une approche user-driven. Comment ça marche une approche user-driven? Elle est assez logique et comme je le disais, on est beaucoup ici à être dans le monde de l'informatique, donc a priori, on ne va pas apprendre énormément de choses, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. Elle se découpe en 4 phases. La première, ça va être l'investigation. L'investigation, ça peut paraître inutile pour certaines personnes, long pour d'autres. Il n'empêche que on est dans le contexte d'applications liées à de l'IA. Les applications liées à de l'IA, c'est compliqué, hein, on ne va pas se le cacher. Il y a quelques personnes dans le monde pour qui c'est facile, l'IA. Ils sont d'ailleurs dans les bureaux de R&D des gros acteurs de l'IA. Et dire qu'on a besoin de 8 semaines pour comprendre un besoin et rédiger la fiche produit, c'est indispensable. Rien que parce qu'il y a une montée en compétences sur les enjeux que ça représente. Et je reviendrai sur la fiche produit, mais une fois que j'aurai fini de faire ma petite boucle. Une fois qu'on a notre fiche produit, on va pouvoir construire un MVP et il faut se donner des objectifs courts, atteignables, à impact. 6 mois pour lancer un MVP, c'est largement suffisant à partir du moment où vous avez identifié quels sont les facteurs de succès les plus essentiels et les plus démontrables. Une fois que votre MVP est atteint et que vous avez le go pour la mise en production, enfin le déploiement à l'échelle, vous pouvez viser 6-12 mois. Et enfin, on repasse sur de la pérennisation et on améliore notre produit en récoltant les nouveaux besoins utilisateurs et les retours utilisateurs.
Donc ça, c'est le cycle assez classico, finalement, de la méthode produit. Quels sont les prérequis qui vont être essentiels dans cet exercice? C'est définir le problème et s'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'un problème, c'est ce qu'on appelle dans le langage startup un pain point, c'est qu'est-ce qui embête. C'est pas quelle est la solution, c'est qu'est-ce qui embête. Et c'est très important de distinguer la réponse du problème. Je reviens un peu sur un prérequis essentiel. Une fois que vous avez vos problèmes, vos problèmes, vous allez pouvoir un peu commencer à rédiger la fiche produit. Quand vous allez lancer un produit, je vous invite à faire un exercice très simple et essentiel. C'est de vous poser la question, est-ce que vous êtes capable, en 2 phrases, d'expliquer ce que fait le produit? Quelle est la valeur du produit? Et comment mettre à l'épreuve le niveau de maturité de votre vision produit? Et ben vous expliquez à quelqu'un précisément ce que vous allez faire. Si en 2 phrases, il n'a pas été capable de comprendre le gain que ça allait apporter, c'est que vous devez retravailler votre copie. Et ensuite, vous devez, en 2 minutes, réussir à pitcher votre produit. Si en 2 minutes, vous avez suffisamment expliqué avec votre pitch votre produit et que ça a été compris, alors c'est que vous pouvez passer à la phase de construction. Moi, je vous mettrai un peu ça comme objectif. Les 2 phrases et les 2 minutes de pitch. Tant que vous n'avez pas atteint cet objectif, c'est que vous devez retravailler votre problème, votre copie et le besoin. Une fois que vous avez finalement un peu passé cette étape, il faut bien entendu libérer le collaborateur qui va être en charge du produit. C'est minimum 2 jours par semaine. Il ne faut pas se leurrer. Demander à un collaborateur de gérer 20 projets en parallèle et éventuellement de devenir le responsable produit de la prochaine force de l'entreprise, à savoir l'IA, en plus de ça va échouer. Donc il faut libérer de la ressource pour pouvoir ne pas avoir de charge mentale, de pollution. Pour libérer de la ressource, il faut un sponsor de haut niveau. Le sponsor, c'est lui qui va mettre les garde-fous pour s'assurer que le collaborateur dans son projet travaille à l'aise. Ensuite, et indispensable, on autorise l'ouverture de toutes les portes utiles. Aujourd'hui, demander à un collaborateur de travailler sur un projet IA mais lui donner une enveloppe budget de 200 €, vous pouvez être sûr que votre projet, il va même pas naître. Pourquoi? Parce que un power user aujourd'hui sur les solutions de LLM, c'est 200 € par mois, minimum. Et ça, c'est des prérequis essentiels, vous les connaissez tous, mais voilà, ça fait jamais de mal de les rappeler. Et une fois que vous avez fait un peu tout cet exercice-là, hop, vous allez pouvoir démarrer à produire. Alors, pour démarrer à produire, je vais vous parler ici d'un petit cas d'usage qui est Comparia. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est assez intéressant. En fait, c'est une initiative du ministère c'est une initiative politique européenne. Me semble-t-il qu'en février 2023, il y a eu une création. Emmanuel Macron a fait un pitch autour de l'IA. En février 2024, il y a eu la création d'un consortium européen pour des infrastructures et des services communs pour les technologies de langage. Et finalement, le contexte, c'est une commande politique pour limiter les biais linguistiques et culturels dans les modèles de langage d'IA. Et de positionner la France comme étant un acteur majeur à l'échelle européenne sur les technologies de langage. Alors, pour information, Comparia, vous pouvez le tester, il est accessible en ligne en version bêta. Vous verrez, vous expérimenterez vous-même, hein, c'est assez intéressant. Ce projet s'est découpé en 3 phases. La phase de stratégie, donc quels sont les enjeux et quelles sont les solutions. Le premier, c'est la commande politique et quels sont les acteurs. L'approche, ça va être l'approfondissement du problème de départ. Finalement, en fait, quels sont tous les biais culturels et linguistiques dans l'IA.
Et on verra que les biais dans l'IA, notamment l'IA conversationnelle, c'est un vrai sujet parce qu'une IA, c'est entraîné sur un jeu de données. Et ce jeu de données, il est très contextualisé à une culture. Et une fois qu'on a fait ça, il fallait rencontrer, que ça a été fait, il fallait rencontrer les éditeurs de modèles pour pouvoir voir comment eux pouvaient apporter des éléments de réponse à cet enjeu-là. La deuxième étape, c'était bien entendu la construction. Donc, il y avait forcément, il était exigé, comme tout problème, de rapidement avoir des résultats à moindre coût. Ça, c'est l'aspect un peu challengeant de la vie d'un responsable produit. Et comment est-ce qu'on répond à cet enjeu-là de résultats rapides et de réduction de coûts en mettant en place une équipe autonome, et ça c'est très important, il faut qu'elle soit autonome à tous les niveaux, que ce soit budgétaire, décisionnel, la mise en place d'un petit MVP, et une fois que l'équipe autonome a fait le MVP, c'est d'identifier les partenariats. C'est-à-dire que nous, on a un projet, on a réussi à prouver en POC, MVP, que ça pouvait tourner. Maintenant, qui est capable de faire le passage à l'échelle? Et donc là, c'est aller discuter avec, encore une fois, les éditeurs de modèles. Hein. Et enfin, le déploiement, avec, on a un dataset de 100 000 lignes. Et puis, on va essayer de voir quelles sont les opportunités que ça ouvre, quelle est la valeur que ça peut apporter. En fait, il y a une stratégie derrière, il y a une stratégie d'une IA de plateforme qui permet de faire levier sur des cas d'usage. Et puis ensuite, il y a l'IA au service du métier. Donc, est-ce qu'il y a des gains de productivité, de performance par rapport à une... Par exemple, cette IA, elle est facilement envisageable en conversationnel dans un chatbot pour faire du support. Parce que, en fonction du langage de chacun, on a besoin d'éléments de langage de réponse qui sont adaptés. Globalement, ce petit produit, ce qui est assez bluffant, c'est qu'en 9 mois, ils ont réussi à lancer la première version. Il y a un dataset francophone de référence, et il y a même maintenant, aujourd'hui, des applications pédagogiques qui sont mises en œuvre. Donc, vous voyez, aujourd'hui, faire un projet IA, ça peut être rapide et ça peut apporter beaucoup de valeur. Et ça peut être public, surtout. Et le deuxième, qui est un peu... alors, qui peut être un peu plus lugubre, mais finalement tout aussi intéressant, c'est l'analyse, ou du moins la récupération des causes médicales de décès. En fait, je ne sais pas si vous avez conscience un peu de comment ça se passe aujourd'hui, mais quand il y a un décès qui est constaté, il y a le médecin qui doit faire un constat de décès. Il a son propre flux d'entrée de l'information, et puis il y a le certificat de décès qui est envoyé à la mairie qui doit faire également un exercice de numérisation. Et finalement, entre le moment où la personne est décédée et le moment où l'INSEE a l'information, il y a à peu près 4 mois. Parce que c'est des cycles de vie papier, c'est un peu long. Et puis il y a l'INSEE, c'est des statisticiens, et les médecins, c'est des médecins. Je vous apprends rien. Et l'approche data est complètement différente entre ces deux cultures. Donc, aujourd'hui, l'INSEE, ça les intéresse de faire des analyses sur des causes de décès. Par contre, vous avez besoin d'avoir une information la plus rapidement possible. Alors, il y a eu 3 piliers sur cette approche, la gouvernance progressive. Donc, en fait, il y a des enjeux évidemment de données sensibles. Donc, il fallait rassurer le fait que la donnée, et ça on en reparlera beaucoup, hein, mais il y avait un intérêt légitime à utiliser la donnée des causes de décès. Et comment est-ce qu'on arrive à prouver ça en échantillonnant. En l'occurrence, ici, on n'a pas demandé toutes les causes de décès depuis l'aube des temps. On a pris un petit échantillon de données pour expérimenter, et puis ça a été soumis à des médecins, et les médecins ont vu de la valeur. Voilà. Évidemment, comme c'est de la donnée sensible, il y a eu des enjeux d'hébergement et de réutilisation stricte. Donc ça, c'est le RGPD et puis l'AI Act. Et puis, comment est-ce qu'on prouve que c'est sécuritaire? Et dans un premier temps, on va peut-être faire du prototypage et de la simulation. Et enfin, comment est-ce qu'on
déploie tout simplement en donnant accès aux utilisateurs finaux, en identifiant en fait les cas d'usage prioritaires et puis en expliquant comment ça va être traité. Et ça, vous êtes sûr que cette approche va vous permettre de l'adhésion. Il y a une stack, d'ailleurs, je vous ai mis la stack technique qui était retenue. Donc Elasticsearch, enfin ELK pour le traitement de la visualisation, un front. Et vous voyez l'équipe produit pour un projet d'envergure, puisqu'on parle de l'analyse de toutes les causes de décès en France. Il n'y a pas grand monde. Il y a un product owner, un data engineering, un développeur, un designer UX et un chef de projet data. Donc à 5 personnes, ils ont été capables de mettre une solution nationale pour pouvoir identifier rapidement, graphiquement, les causes de décès. C'est pas mal, hein? Et d'accélérer, bien entendu, l'accessibilité à ces causes-là. Donc, est-ce que j'ai des informations un peu plus à vous donner? Non. On peut donc passer à la suite. La suite, je vais revenir sur une notion, si j'ai retrouvé ma souris, ouais. Je reviens sur une notion importante qui va être l'identification du bon problème. Parce que finalement, que ce soit les causes médicales de décès ou alors Comparia, il y a un problème qui a été ciblé à la base. Alors un problème, c'est pas forcément quelque chose de négatif. En fait, c'est un enjeu. Et comment est-ce qu'on va caractériser un bon problème? Toujours pareil, on va évaluer le problème. Est-ce qu'il est réel? C'est-à-dire est-ce que c'est bien un utilisateur qui a remonté le problème ou alors est-ce que c'est vous qui avez l'intuition qu'il y a un souci? Si vous êtes dans le deuxième cas, arrêtez. Ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que vous allez peut-être devoir vous battre 2 fois plus fort pour imposer quelque chose dont les utilisateurs n'en ont pas le besoin. Est-ce que le problème est majeur? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de manière significative, que ce soit en termes d'argent, en termes de temps, de bien-être, de charge mentale, voilà. Et est-ce qu'il est rapidement actionnable? Est-ce qu'on est capable, pour ce problème, d'avoir une vision sur une solution envisageable à l'aune des ressources dont on dispose? On pourrait dire que tout problème est solutionnable à partir du moment où on y met les moyens. Finalement, les moyens, ça peut être des fois restreint. Et on retourne encore une fois sur notre fiche produit, qui est un format A4. 4 A4, 4 aspects. C'est quoi le drame? C'est quoi le problème? Quelles sont les conséquences? Quelle est la solution? Quelle est la stratégie? Et quels sont les moyens? Vous avez 4 parties dans votre feuille. Vous pouvez même la plier en 4 et vous essayez, à vous de faire, mais vous avez 4 briques et il faut pouvoir les remplir. Si vous ne les remplissez pas, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon problème. Et enfin, vous allez mesurer l'impact. Donc là, je vous dis beaucoup de généralités, mais vous allez mesurer l'impact. Est-ce que l'impact, vous allez le faire en faisant des enquêtes de terrain? Est-ce que vous allez faire des analyses de cohorte? Est-ce que vous allez récupérer des données du produit? Est-ce que vous allez mettre en place des OKR? C'est à vous de voir. Quel est l'outil le plus adapté? Les OKR, ça marchera bien. Moi, je peux vous donner un exemple d'une approche produit chez un leader du produit à la consommation congelée français. Ils ont mis en place une application mobile pour notamment les abonnés. OKR 1, au bout de 3 mois de mise en œuvre, il y a 200 000 utilisateurs sur l'application. C'est hyper simple à mesurer, c'est des données qui sont remontées par le produit et ça vous permet de savoir si effectivement ça valait le coup. Et si ça ne vaut pas le coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre l'objectif? Il faut bien entendu régulièrement réévaluer votre problème. Est-ce que finalement la solution que vous avez apportée, elle est conforme à ce qui est attendu par les équipes? Alors, je vérifie si on n'a pas des petites questions. On a une remarque là ici sur le... Ouais, on a une remarque qui est très technique, j'y reviendrai après, mais elle est intéressante. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de méthodologie, on va parler un peu de légalité. Les enjeux juridiques. Alors, il y a une réelle cartographie des risques juridiques qui se distingue entre deux grandes briques, qui va être l'aspect développement et l'aspect usage. Déploiement.
Nous, Accelor, on est éditeur de logiciels, donc on est dans la première case. Et à cet égard, on a un certain nombre de points d'intention sur lesquels on doit travailler. Est-ce que je suis conforme au RGPD dans ma base d'apprentissage? Est-ce que je sécurise les données d'entraînement que j'utilise? Est-ce que je respecte les droits de propriété intellectuelle? Est-ce que ma propriété intellectuelle est également bien protégée? Quels sont les recours dont je dispose s'il y a des contenus offensants? Comment m'assurer de la conformité une fois la mise sur le marché? Et comment est-ce que je me protège contre les mauvaises utilisations? Et sur les mauvaises utilisations, je vais vous faire jouer un peu. De la même manière, quand vous allez utiliser un système tiers, bah, vous êtes en droit, presque en devoir, de vous poser la question de la réutilisation des données par le fournisseur et de la sécurité des données soumises. Je peux vous donner un exemple extrêmement personnel. Ma femme est chercheuse. À cet égard, elle a régulièrement, elle doit soumettre des demandes de financement auprès d'institutions françaises ou européennes pour des projets de recherche. Et à ce jour, elle n'a jamais sollicité ChatGPT pour écrire son projet de recherche. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la sécurité que la donnée qu'elle enverra à ChatGPT ne sera pas sauvegardée et réexploitée. Il est hors de question pour elle, et complètement entendable, de faire confiance au contrat ChatGPT et aux petites indications de t'inquiète pas frérot, ta donnée je l'utilise pas. Est-ce que il y a des risques cyber de manipulation de modèles? Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté au Worm GPT, mais un modèle de données, on peut le tordre, et c'est l'exercice que je vais vous demander de faire. Est-ce que les réponses peuvent être biaisées ou discriminatoires? Je le disais, hein, aujourd'hui, la majorité des modèles de données, en première version, ils avaient un biais cognitif très, très fort. C'est que les données d'entraînement étaient très occidentales et la perception du monde occidental, elle est peut-être différente de la perception d'une tribu de la forêt amazonienne. Je dis ça parce que ce week-end, je suis allé voir l'exposition Amazonia à Branly. Et bon, globalement, vous avez des réponses qui sont basées sur un jeu de données. Ce jeu de données, il est biaisé. C'est pas possible d'avoir un jeu de données qui n'est pas biaisé. Et donc, faut faire attention à ça. Il peut y avoir des hallucinations et des erreurs. Alors, il y a beaucoup de travaux, d'exercices qui sont faits sur le fait de limiter ça. Aujourd'hui, on a des guardrails, on a pas mal de possibilités pour limiter ça, mais ça reste quand même un risque, notamment dans le contexte de l'ERP et d'automatisation, les contenus contrefaisants et la responsabilité en cas de préjudice. Alors, pour vous donner un peu pour vous amuser un peu et puis pour vous faire un peu travailler, parce que là, ça va faire 40 minutes que je m'échauffe la voix, je vais vous envoyer... est-ce que vous connaissez Gandalf? Alors, j'espère que tout le monde connaît Gandalf, sinon je serais très triste. Étant un peu fan étant amateur, dirons-nous, de l'univers de Tolkien. Mais c'est pas de ce Gandalf-là qu'on parle. Je vous parle de l'Akara Gandalf. Alors, derrière, c'est une société en cybersécurité, mais ils ont mis à disposition 3 outils. Je n'ai pas essayé encore le Agent Breaker. Je vous invite à cliquer sur ce lien que je viens d'envoyer dans le chat et je vais vous donner, il est 11h40, je vais vous donner un petit quart d'heure avec un défi. 10 minutes, un quart d'heure, allez. Le défi, c'est d'atteindre le niveau 8. Vous me direz, facile, il n'y a qu'un niveau. Alors, en quoi ça consiste cet exercice pour ceux qui se posent la question? Gandalf, c'est un petit magicien et on lui a confié une mission, c'est de ne jamais donner le mot de passe. Plus les niveaux vont avancer, plus il sera dur de faire dire le mot de passe à Gandalf. À vous de trouver comment craquer ce modèle de langage. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, s'il y en a qui ont fini avant, bravo. Moi, je crois qu'en un quart d'heure, j'étais arrivé au niveau 7 ou 6, je ne sais plus. Ça commence à devenir technique. Chacun soumettra
chacun soumettra son petit résultat. Et vous verrez que, en fait, c'est pas parce que d'apparence quelque chose semble utile et safe que ça l'est. Ça vous permettra de prendre un peu conscience des enjeux sécuritaires de la mise en place de chatbots, notamment dans les systèmes ERP. Donc allez-y, il est 40, je vous laisse vous entraîner, faites preuve d'imagination sur la façon de récupérer un mot de passe. Soyez honnête, c'est-à-dire que, évidemment, vous vous en doutez, les solutions sont trouvables sur Internet. Ça ne vous apportera rien d'aller les chercher. Ça vous apportera a posteriori de voir comment on peut faire. Je vous propose là d'arrêter là. De toute façon, il est 11h50, chacun va aller prendre son petit café avant d'attaquer la suite. Je vous invite à indiquer votre score, hein, comme ça, au retour de la petite pause, on pourra faire un petit débrief des scores, et puis vous verrez que finalement, c'est pas si facile, mais c'est néanmoins possible. C'est ça qui est effrayant. Et quelqu'un de volontairement malveillant, il arrive assez rapidement au niveau 8. La répartition est assez homogène, hein, pour l'instant sur les résultats. On est à peu près tous. Il y a des personnes qui ont réussi à aller jusqu'au niveau 6, et bravo à eux. Bravo à eux. Le niveau 6, c'est dur à passer. Moi, je me souviens, j'ai eu du mal à le passer. Avant de partir, hein, j'ai une question qui est technique. Je vais y répondre parce que comme elle s'inscrit dans la première partie. C'est plus une remarque d'ailleurs qu'une question qui dit qu'on peut avoir notre propre solution en local via LM Studio, entraîner notre propre IA pour éviter l'évasion des données. On peut configurer l'accès MCP pour que notre IA locale puisse interagir avec notre infrastructure. Alors, tout ça, c'est vrai. Effectivement, vous pouvez... Aujourd'hui, il y a ML Studio, il y a WebUI, il y a plein de solutions qui vous permettent de faire de l'administration de modèles. Il y a des modèles open source, donc Mistral en propose pas mal. Il y a via Olama, il y a aussi la possibilité d'avoir pas mal de modèles open source. Faut avoir conscience que vous serez jamais aussi ces modèles-là ne sont jamais aussi performants que les modèles que vous consommerez sur Anthropic. D'un autre côté, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un LLM et non pas d'un SLM avec des tâches dédiées? La partie serveur MCP, elle est très intéressante. Les serveurs MCP, ça fait longtemps que ça existe. En fait, le MCP, c'est un protocole d'échange uniformisé pour les agents. Aujourd'hui, je pense que c'est effectivement un vecteur de succès. Néanmoins, il faut faire attention aux consommations de tokens et donc au coût associé au MCP. C'est quelque chose qui est optimisable et qui doit être optimisé, sinon vous allez éclater votre budget. Et un MCP, ça peut être même déployé localement. Moi, à titre personnel, hein, j'utilise beaucoup l'IA, vous en doutez. J'ai 5 serveurs MCP qui tournent sur mon PC localement. Ça fonctionne très bien. Il y a plein de stratégies en fait pour éviter la fuite de données et contrôler ça. Ça demande de mettre en place des infrastructures et ça demande aussi du coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire tourner un modèle assez large, donc par exemple, vous voulez faire tourner code Stral 22 billions de paramètres, il vous faut une 5090 en puissance de calcul équivalente. Donc, ça demande du GPU. Et donc, ça a des coûts. Ça a des coûts d'hébergement d'infra, ça a des coûts d'acquisition de matériel, mais c'est possible de le faire. À titre personnel, j'ai fait tourner le modèle 7B de Mistral sur une 2070. Ça tournait. Les plus gros modèles, ils ne passaient pas. Donc, ça dépend de votre besoin, il faut bien l'utiliser et il faut aussi bien cadrer. C'est des modèles qui sont un peu bruts de décoffrage, donc il faut les roder. Oui, on peut déployer un MCP via Docker. Après, tous les MCP le supportent mal. Par exemple, si Playwright en Docker, il fonctionne mal. J'ai essayé.
Playwright, il faut le déployer en brut de décoffrage. Mais si on le dockerise, c'est chiant. On reprend, on a encore un peu de travail. Hein. Surtout si vous avez beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes revenu ou est-ce que je suis seul, ou tout du moins assez peu accompagné? Excellent. Bon, écoutez, on a commencé, alors on s'est amusé. Est-ce que plus de personnes ont répondu sur le sondage ou ont profité de la pause? Alors, on a une majorité de personnes qui se sont arrêtées au niveau 3. 4, je ne sais pas exactement comment vous avez évalué ça. Donc, vous voyez, bon, c'est pas facile quand on n'est pas préparé, mais on peut y arriver. Le niveau 7 est bien tendu, ouais, Jonathan, ouais. Je ne parle même pas du niveau 8. Alors, globalement, revenons à nos moutons. Cartographie des risques juridiques, on a fait un peu ce tour-là, et on va on va se poser la question des... Bon, on va explorer les questions à se poser. Alors, en tant que développeur, c'est beaucoup de questions autour de la donnée en fait qu'il faut se poser. Quelle est la nature des données d'apprentissage dont j'ai besoin pour développer ma solution et apporter de la valeur, hein, toujours se poser la question de la valeur. Comment est-ce que ces données ont été obtenues? On a tous entendu parler des soupçons de données volées par OpenAI, par DeepSeek, voilà. Évitez de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un ici est CEO d'une multinationale valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Si c'est le cas, peut-être qu'il peut gérer le fait de prendre des données volées avec son département juridique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de personne dans ce cas-là ici, mais bon, sait-on jamais. Mes données sont-elles représentatives et sans biais? Alors ça, c'est très compliqué. Représentative, c'est atteignable. Le sans biais, c'est très difficile. C'est impossible quasiment de ne pas avoir de biais. Si votre donnée d'entraînement de la langue française, c'est les livres écrits en langue française, et vous prenez toute la littérature romantique, votre IA, elle sera raciste, elle sera misogyne. Enfin, bon, ça se contrecarre, mais globalement, voilà. Et pourtant, ça reste de la belle littérature. Et Balzac, c'est cool, mais bon, ça s'inscrit dans une époque, on va dire ça comme ça. Quelle est la finalité précise? Pourquoi est-ce que vous allez avoir besoin de cette donnée et dans quel but? Quelle est la valeur que vous allez pouvoir apporter aux utilisateurs là-dessus? Et ça c'est la plus importante, d'ailleurs je pense que j'aurais dû la mettre au début parce que finalement c'est celle qui va un peu aussi driver la suite. Est-ce que votre système rentre-t-il dans une catégorie de l'AI Act? On va explorer juste après. Et en tant qu'utilisateur, c'est pareil, est-ce que le système a été développé en conformité? Quel est le niveau de sécurité autour de ce système? Est-ce que le contraire, on reprend un peu ce qu'on se disait, mais c'est globalement, je fais exprès de réinsister. Aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont fortes. Voilà, on reprend un peu ça. Il y a des sanctions qui sont fortes si vous ne respectez pas ça. Et suis-je prêt à en assumer la responsabilité? Alors ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là d'une startup qui vibe code une solution. Et suite à une instruction auprès de leur agent, l'agent il a mouliné tout seul. Et puis le matin, quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que l'agent il avait supprimé de manière définitive la base de données de production. Qui est le coupable? Est-ce que c'est OpenAI, Anthropic qui ont généré l'instruction permettant à l'agent de le faire? Ou est-ce que c'est la startup qui n'a pas mis des mesures de sécurité pour empêcher l'agent de supprimer une base de données de production de manière définitive? Il n'y avait évidemment pas de backup, il y avait des mois de travail qui sont pas. C'est très intelligent de ne jamais répliquer la donnée, c'est un facteur clé de succès, de ne pas prévoir de sauvegarde.
En fait, les responsables, c'est la startup. C'est eux qui ont qui sont passés à côté finalement de comment est-ce qu'on sécurise. Et, ils ont voulu faire porter la responsabilité à autrui, mais non, c'était bien eux les coupables. D'une manière globale, hein, au niveau des risques, il n'y a pas de checklist. En fait, c'est au cas par cas, solution après solution, vous allez devoir vous poser à peu près toutes ces questions. Quelle est la valeur que j'apporte? Quel est le type de solution? Quelle est la nature de données? Et quels sont les cas d'usage? Donc c'est un travail qui est absolument nécessaire et faites très attention. Et pareil quand vous déployez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, vous voulez déployer l'IA dans votre entité, posez-vous la question des risques, et de la valeur et qu'est-ce que ça implique, et des moyens. Alors, et justement, les moyens, les finalités, on va en parler sur le RGPD. Le RGPD, il y a 6 principes fondamentaux. Peut-être que, alors moi je suis pas juriste de formation, pas encore, peut-être qu'un jour je le serai, mais en tout cas je le suis pas actuellement. Il y a peut-être parmi vous des gens qui connaissent bien ces enjeux-là, mais le premier principe, c'est la licéité, la loyauté et la transparence. Donc il y a 3 bases légales qui sont principales pour l'IA. C'est le consentement, il faut qu'il soit libre, spécifique, éclairé et univoque. Le contrat doit faire apparaître un traitement objectif et nécessaire de la donnée. Et il faut qu'il y ait un intérêt légitime, équilibré et bien sûr nécessaire. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, ça va être la limitation des finalités. Il faut que... et il va de pair en fait avec la minimisation des données. La donnée ne doit pas être réutilisée pour des traitements ultérieurs et il ne faut collecter que ce qui est strictement nécessaire à la finalité. C'est la limitation des finalités, la minimisation des données. Si vous voulez connaître dans le panel de vos collaborateurs, l'âge moyen de vos collaborateurs, vous n'avez peut-être pas besoin d'exiger de chacun de vos collaborateurs leur acte de naissance ainsi que le casier judiciaire. Donc, j'exagère le trait, hein, mais en fait, quand vous collectez de la donnée, et on collecte tous de la donnée, posez-vous la question de ce dont vous avez strictement besoin, parce que sinon, vous pouvez vous mettre en défaut par rapport au RGPD. Vous avez également une exigence sur l'exactitude de la donnée. Ça veut dire que la donnée dont vous disposez doit être exacte et tenue à jour, et vous devez respecter le droit de rectification et de suppression de la donnée erronée. Je peux vous donner un exemple extrêmement personnel. J'ai inscrit ma fille à la crèche, donc j'ai dû signer un contrat avec la mairie, ma mairie. Et dans le contrat, je suis enregistré comme Monsieur Pierre. C'est intéressant, je ne sais pas à quel moment prénom, en reprenant mon prénom. Il n'empêche que j'ai fait valoir mon droit d'exactitude de données en expliquant que mon nom de famille n'était certainement pas Pierre, mais Coudert, et que ça faisait plus de 30 ans que c'était le cas, donc je ne voyais pas pourquoi une administration quelconque s'octroyait le droit de changer mon nom de famille. Ce qui rendait d'ailleurs, par ailleurs, le contrat caduc. Voilà, donc faire toujours, et effectivement, alors c'était un peu compliqué parce que bon, ils ont quand même mis beaucoup de temps à reconnaître qu'ils avaient fait une erreur, mais voilà, j'ai fait valoir mon droit de correction de la donnée. La limitation de la conservation, c'est aussi indispensable. Il faut que la durée de rétention de la donnée soit proportionnelle aux besoins. Le cas le plus courant, c'est les CV. Aujourd'hui, vous faites une offre d'emploi, vous recevez 500 CV, vous n'allez pas garder ces 500 CV 50 ans, ça n'a aucun intérêt, vous allez les supprimer au bout d'1 an, 2 ans. Ces pauvres personnes que de toute façon vous n'avez peut-être même pas reçues, déjà penseront peut-être pas nécessairement vous demander à supprimer le CV de votre base de données. Et puis surtout, les branches se sont séparées, hein, comme à la fin d'un mauvais film sur les voitures.
et l'intégrité et la confidentialité. Bien entendu, si vous détenez de la donnée confidentielle, vous devez garantir la sécurité et la confidentialité de cette donnée. À vous de mettre en place des mesures de sécurité organisationnelles et techniques pour pouvoir garantir que la donnée est en sécurité. Si jamais il y a la moindre brèche de sécurité, vous êtes victime d'une cyberattaque portant atteinte à des données confidentielles, ou des données tout court d'ailleurs, vous êtes dans l'obligation légale de notifier la CNIL sous 72 heures. Exemple, vous êtes un opérateur de téléphonie, vous vous faites voler des IBAN. Vous êtes obligé d'informer la CNIL et de justifier que vous aviez mis en place des mesures de sécurité pour prévenir ce genre de situation. Rien n'est infaillible et d'ailleurs, aujourd'hui, la cybersécurité est d'autant plus un sujet depuis l'arrivée des IA génératives. Il y a énorme, je n'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre de cyberattaques, peut-être que France Num l'avait dans son rapport, je l'ai plus sous les yeux, mais le nombre de cyberattaques a explosé depuis l'arrivée de l'IA générative, notamment auprès des PME qui sont malheureusement mal équipées sur la confidentialité de leurs données. L'autre enjeu que vous devez faire, c'est l'analyse d'impact. Donc, si jamais votre application est à risque ou l'usage est à risque, c'est obligatoire. Donc, vous devez décrire les opérations, faire une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité, l'évaluation d'un risque et les mesures mises en place pour y faire face. Donc, quels sont les cas d'usage qui vont être concernés? Par exemple, si vous faites du profilage à grande échelle, si vous automatisez des décisions ayant des effets juridiques, si vous faites de la surveillance de système, si vous faites du traitement de données sensibles, et on verra que les données sensibles, ça arrive très très vite, les données sensibles, d'autant plus dans le contexte des ERP. Quand je dis que ça arrive très vite, on va faire un petit focus là, et vous allez voir, c'est assez bluffant. C'est sur l'AIA Act. L'AIA Act, c'est une pyramide à 5 niveaux. Il y a le niveau prohibition totale. Alors, je nuancerai ça, il est possible. Il est toujours possible de faire des applications qui sont de niveau 1. Si jamais, par exemple, vous êtes la police. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les applications interdites? Tout ce qui va être scoring social, utilisation d'images subliminales. Alors, c'est interdit en Europe. Après, le scoring social, il y a certains États dans le monde qui le pratiquent, mais en tout cas, l'AI Act européen nous protège de ça. Mais il y a d'autres choses dans les pratiques interdites. La slide d'après les reprend. Application au risque. C'est quoi une application au risque? C'est une application qui va manipuler, par exemple, des données liées au recrutement, financières ou juste judiciaire. Typiquement, un ERP qui fait de la comptabilité, c'est une application au risque à partir du moment où vous mettez de l'IA qui traite ces données-là. Vous voyez, on arrive très vite sur des applications au risque. Et ça il y a des obligations qui sont derrière de gouvernance, de documentation, de tests, d'évaluation des risques, ainsi de suite. Ensuite, vous avez le niveau 3, c'est General Purpose. Là, vous avez une obligation de transparence et d'évaluation des risques. Donc, typiquement, ChatGPT, Claude, Mistral, tout ça, ils sont dans catégorie 3, c'est intérêt général. Donc là, il doit faire une évaluation des risques systémiques. Si jamais, en plus de ça, une condition, c'est si jamais le système réalise plus de 10 puissance 25 flops. 25 ou 35 25, je crois, flops. Donc c'est alors un flops, pour ceux qui ne savent pas, c'est floating point opération par seconde. Donc c'est opération en virgule flottante par seconde. C'est des calculs. Combien de calculs par seconde? Donc si jamais votre application elle fait ça, vous êtes en niveau 3 et
si c'est un intérêt général. Je vous ai perdu. Niveau 4, c'est s'il y a des interactions humaines. Donc, c'est un chatbot. Un chatbot, tout simplement, c'est niveau 3. C'est également l'usage de l'IA pour créer du contenu, des deepfakes. Alors, on parle des deepfakes, les deepfakes, c'est un problème, mais par exemple, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de publicités qui sont générées par IA. Et dans ces cas-là, vous avez une obligation de transparence en disant ce contenu a été généré par une IA. Et ça, c'est quand vous êtes sur une application de niveau 4. Et vous avez enfin le niveau 5, donc ça, c'est tous les autres systèmes, c'est sur la base du volontariat. Donc, en fait, c'est qui ne rentre pas dans les autres catégories, c'est les autres systèmes. Et dans ces cas-là, vous avez publication d'un code éthique. Alors attention, par contre, parce que c'est pas parce que vous avez une application qui d'apparence est de niveau 4 ou 3 qu'elle y reste. Ça dépend tout à fait d'un contexte. Si jamais vous mettez en place un chatbot dans une centrale nucléaire, tout de suite, vous devenez une application à haut risque. Alors que le chatbot de base, c'est niveau 4. C'est une obligation de 3. C'est une obligation de transparence. D'ailleurs, si on fait un petit focus sur les pratiques interdites, j'y reviens, c'est l'article 5 de l'AIA Act. Tout ce qui est technique subliminale, l'exploitation des vulnérabilités aujourd'hui, vous pourriez tout à fait envisager de mettre en place un agent conversationnel dont le seul et unique objectif, il a été entraîné pour pouvoir cibler la vulnérabilité d'une personne pour lui soutirer de l'argent. Exemple, je sais pas, automatiser les gens qui sont passés pour Brad Pitt et qui extorquent des millions de dollars à des personnes. Techniquement, c'est pas compliqué à faire. Éthiquement, c'est un peu plus compliqué à faire. Le scoring social, je vous en ai déjà parlé, et tout ce qui va être après, il y a des choses qui sont autorisées. Par exemple, il y a des boîtes qui font la prédiction de criminalité en faisant du profilage. Elles sont autorisées à le faire parce qu'elles sont affiliées aux structures étatiques. Eux ont le droit de faire des applications interdites, pas des pratiques interdites, parce qu'il y a un intérêt légitime à le faire. Typiquement, toutes les caméras qui ont été installées pour les JO dans la ville de Paris, globalement, ça relèverait de la pratique interdite si c'est une société privée qui le faisait à des fins privées. Étant donné que c'est rattaché aux besoins de l'État, c'est autorisé. Identification biométrique en temps réel, c'est pareil, c'est une pratique interdite, mais ça peut être fait, ça peut être mis en place. Alors pourquoi est-ce que je vous donne ces infos-là? C'est parce que derrière, évidemment, il y a des sanctions. Si jamais vous rentrez dans une des pratiques interdites, c'est 35 millions d'euros d'amende au maximum, ou 7% du chiffre d'affaires mondial. 15 millions, enfin ça décroît en fonction de la nature de l'infraction. Et c'est d'autant plus vrai que moi j'ai déjà eu des sollicitations où j'ai déjà entendu parler de personnes qui voulaient mettre en place l'IA dans une organisation, on parle d'une PME. Le cas d'usage, je vais vous le donner, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Le cas d'usage, c'était de mettre en place une caméra en face de la porte de sortie, là où les gens allaient fumer, pour automatiquement détecter, avec l'analyse du visage, la personne qui était partie fumer et décompter le temps qu'elle passait à fumer de son temps de travail effectif. PME de 20 personnes. On est bien là. On est très très bien là. On n'est pas du tout sur une pratique interdite. Et la personne, je lui ai dit, non. Il ne comprenait pas pourquoi ça posait problème. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si jamais cette personne était prête à s'exposer à une amende de 35 millions d'euros, why not? En tout cas, moi, je n'allais pas cautionner ça. Donc, faites attention, c'est pas sous des aspects de vouloir optimiser sa supply chain, on arrivait à des extrêmes quand même. J'avais prévu un petit exercice, on le fera après, un petit support plutôt.
une fois que je vous aurai parlé un peu de la timeline. Donc aujourd'hui, la AI Act, c'est déjà effectif. On est en plein dedans. Là, août 2025, on vient de passer un cap. La prochaine étape, c'est 2026. Et nous, éditeurs de ERP, on est des applications en risque. Août 2026, on a des choses à faire. C'est très important et on a la chance d'être protégé par ça, je trouve, en Europe. Il y a effectivement des aspects qui sont déjà obsolètes parce que le monde de la tech évolue plus vite que le monde de la loi. Il n'empêche que faites attention à ça quand vous voulez travailler dans un projet. Je vais vous envoyer un autre contenu. Donc je vous mets ça dans le chat. C'est un petit contenu pédagogique. Voilà, donc je clique dessus là, télécharger pour visualiser, voilà. Qui est The AI Act Game. Donc c'est un PDF dynamique. Donc là, vous pouvez cliquer sur Start. C'est en anglais. En fait, ça vous permet un peu de comprendre les enjeux en fait légaux de l'AI Act. Vous pouvez vous mettre ça dans un coin. Et vous avez comme ça du contenu informationnel et puis également un petit jeu pour faire de la classification. Donc il y a 4 outils que vous voulez. Voilà, Open Source LLM. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire adapter à la taille de l'écran. Et donc là, comme ça, vous allez avoir les obligations légales en fonction des différentes applications et puis la classification. La classification de chacune de ces applications. C'est un petit outil vraiment qui reprend en synthèse finalement les différents aspects en anglais. Bon, alors aujourd'hui, vous passez ça dans DeepL. Il vous le traduit instantanément en français si vous voulez, ou même en mandarin. Mais voilà, je vous le transmets. C'est développé par Télécom Paris. Voilà, Thomas Le Goff qui a travaillé là-dessus. Donc, personne très intéressante, je vous invite à suivre ce qu'il fait. Et ça, c'est toujours bien d'avoir cette ressource documentaire à portée. Une fois qu'on a parlé de tout ça, on peut revenir un peu sur notre support. Je ne vais pas vous faire perdre de temps ou vous faire dérouler parce que c'est long. C'est vraiment exploitez-le, jouez un peu avec le, mettez-le dans votre base documentaire et faites-le tourner auprès de vos équipes qui sont intéressées par ce sujet-là. Maintenant, on va parler un peu gouvernance et infrastructure pour l'IA. Il est midi 20, il nous reste finalement une petite vingtaine de minutes, donc et ça tombe bien puisque c'est quasiment la fin. Il est très important de un peu déconstruire les idées reçues, et les idées reçues, elles sont vastes. Exemple, tous les collaborateurs doivent adopter l'IA. Faux. Non, ça ne marchera pas. Il faut y aller étape par étape. Il faut identifier les équipes pilotes, les sponsors. Il faut faire une mise en œuvre progressive. Sinon, ce que je disais au début, le MIT, 95% d'échec. Il faut que l'ensemble de la donnée d'entreprise soit propre. Non, il faut que les données les plus essentielles soient propres. Aujourd'hui, vous voulez mettre en place un outil, vous êtes une entreprise, une ESN, vous voulez mettre en place un outil qui permet d'accélérer les développements, et ben vous n'avez peut-être pas besoin que votre base RH soit propre. Par contre, vous avez peut-être besoin d'avoir 2-3 projets avec une code base clean et qui sont des projets pilotes sur lesquels vous allez entraîner vos modèles, ou alors du moins vous allez sortir des guidelines pour être sûr que la suite du code généré sera conforme à vos attentes. Fixer une offre de service IA, non plus, raté. Avant de vouloir offrir de l'IA, essayez de vous, en interne, être mûr sur son usage. Sinon, forcément, vous n'allez pas savoir où vous allez. L'offre de service IA, il y a un autre truc qui est intéressant. Faites l'exercice, vous, d'identifier les cas d'usage IA dans votre structure. Plus challengeant, d'identifier les cas d'usage IA, LLM, donc chatbot et compagnie, là, dans votre structure. Essayez de me prouver que vous avez 1000 cas possibles.
Ça, c'est ce qu'on entendait il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. Je peux vous garantir que dans un ERP, des cas d'usage avec un chatbot et un LLM, il y a à 400 000. Hein. Si on arrive à atteindre les 5, c'est miraculeux. Pourquoi? Parce que un LLM, c'est pas Gandalf, hein. Ça fait pas de la magie. Faut investir massivement dans des infrastructures. C'est ce qu'on disait. Hein. Aujourd'hui, peut-être qu'un besoin à faible valeur ajoutée, à faible risque, ça peut être tout simplement un petit appel API à un modèle hébergé chez Mistral, on est certain, qui fait carrément le taf. On peut même peut-être utiliser un SLM, un small language model, un SLM qui ne va pas coûter beaucoup de ressources, qui est facilement exploitable et qui va permettre de générer du mail ou qui va être capable de générer des comptes rendus. Voilà, on n'a pas besoin de déployer un mastodonte avec 128 Go de RAM, 16 cœurs pour pouvoir faire tourner ce dont une entreprise de 505 000 personnes aurait besoin. Il faut expérimenter à petite échelle. Il faut être humble sur l'IA. Il faut être très humble sur l'IA. La gouvernance IA data, c'est pareil. Il faut y aller étape par étape. C'est un projet, on regarde comment ça se passe, puis ensuite, globalement, on construit une stratégie. Et tous les talents en interne ne doivent pas être formés IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est ce que je disais, la courbe d'apprentissage de l'IA, elle est vaste, elle est dure, elle est longue. Comprendre l'IA aussi rapidement qu'elle se développe, c'est compliqué. Comprendre les différents types d'IA, parce qu'on parle beaucoup de LLM, mais il y a tout ce qui est machine learning, tout ce qui est deep learning. Aujourd'hui, vous voulez mettre un chatbot efficace dans un contexte métier, vous avez peut-être besoin d'avoir du NLP, parce que va falloir faire une analyse sémantique de la question de l'utilisateur pour pouvoir être sûr de bien y répondre. Et ça, c'est pas forcément simple. Et c'est pas forcément un chat GPT. Faut être souple. Faut être souple et progressif. Faut pas investir au début, dire on met une enveloppe de 100 000 euros sur la table et puis on regarde ce qui se passe. Votre enveloppe de 100 000 euros, moi, vous me la donnez, en 3 jours, je suis capable de l'éclater, hein, si vous voulez. C'est pas un souci. Hein. Et vous n'aurez pas de valeur. Il faut prioriser, il faut expérimenter, il faut initier des choses, mais en les cadrant toujours. Et puis surtout, voilà, faut faire un déploiement progressif, c'est comme d'habitude. Donc ça demande du temps. Et une fois que vous avez déconstruit ces idées reçues, vous allez pouvoir, via une approche pragmatique, explorer votre patrimoine de données. Comme je le disais, la France, on n'est pas très fort en données. On commence à être bien. Alors les données, je dirais personnelles, donc c'est-à-dire qui sont propres à chaque structure, c'est un peu plus touchy. Mais commencez par l'essentiel, donc c'est-à-dire quelles sont vos données prioritaires. Je donnais l'exemple d'une ESN. On n'a pas besoin que toute la code base elle soit refondue, elle soit propre. On a besoin d'avoir un petit exemple. Et aujourd'hui, on sait être efficace avec des petits exemples, en priorisant. Et n'oubliez jamais qu'il existe des données ouvertes hyper bien faites. Vous allez sur les données du service public, mais c'est une mine d'or. Et c'est génial. Vous avez plein de choses. Plein de choses à exploiter. Et c'est maintenu. Il y a des gens, c'est leur métier, ils font ça à temps plein et c'est super. Donc, ne réinventez jamais la roue et regardez s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a fait. Et pensez à documenter. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs que l'usage des agents va exploser. Aujourd'hui, un agent, ça produit du contenu, ça produit d'une façon et ça demande d'être corrigé. Et si vous voulez vous inscrire dans une stratégie durable, documentez systématiquement toutes les erreurs que vous allez rencontrer pour être sûr que la prochaine fois que vous allez utiliser ce flux agentique, vous ne reproduirez pas la même erreur. Tiens, j'ai fait une faute de... J'ai quelques lettres qui ne sont pas passées. Donc, au niveau de la gouvernance, 3 piliers. Donc, ayez des standards intégrés. Voilà. Évolutif. Partagez. Partagez. C'est très important. Je suis sûr que vous êtes tous concernés par le Shadow IT, notamment autour de l'IA. Je suis quasiment persuadé qu'au sein de vos équipes, il y a 3 personnes minimum qui utilisent des IA différentes, à même vision, à même but,
et qui n'ont même pas conscience de ce que l'autre a mis en place pour arriver au même résultat. Moi, pas plus tard que ce matin, je suis allé voir un développeur. J'ai vu qu'il avait une IA ouverte dans son navigateur. Je lui ai posé une question. J'ai découvert qu'il avait je ne sais combien de fichiers qui permettaient de gérer des workflows de développement hyper structurés. Mine d'or. Il s'avère que j'ai moi-même ces fichiers et que je suis sûr que d'autres personnes dans la boîte ont également centralisé la connaissance, partagé. C'est très important de donner de la visibilité, surtout à cette époque-là où finalement on a des nouveaux outils qui émergent et qui sont très performants. L'approche technico-légale est indispensable. On a fait un focus sur le RGPD et la Act. Quand vous allez concevoir une application, faites-y attention, c'est la clé d'entrée. Ok. Et si vous avez un département juridique, allez le consulter avant de vouloir faire une application. Et mutualiser les coûts et les compétences toujours. Enfin, c'est ce que je disais, il faut mutualiser en fait. Aujourd'hui, il faut mutualiser. Exemple, le projet Bloom. Il gère 59 langues, 176 milliards de paramètres. LLM open source. C'est beau, hein? Bah, c'est de la recherche partagée. Très bien. Ça, c'était le petit point gouvernance, c'est le point moins rigolo. Et maintenant, on va passer à un sujet qui me tient personnellement très à cœur, qui est la qualité et la sustainability, la soutenabilité des projets IA. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'en fait, on va parler un peu d'éco-conception. Aujourd'hui, l'informatique, ça coûte cher. Et ça coûte cher en ressources. Je ne sais plus, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que la part d'empreinte carbone mondiale du numérique, notamment sur la fabrication de composants neufs, c'est 30%. C'est énorme. Ça coûte très cher en carbone aujourd'hui, l'informatique. 77 millions de mètres cubes d'eau qui ont été consommés par TSMC pour produire ces puces en 2020. Ça fait quand même ça fait beaucoup de peine à Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, alors ça commence à s'atténuer, mais une requête ChatGPT pour Google versus une recherche Google, c'est 10 fois plus. Donc ça, on le connaît tous, ce chiffre. Hein. Mais c'est toujours bon de l'avoir en tête. Demandez à ChatGPT en prompt de 3 mots de faire des choses. Déjà, en termes de résultats, vous n'allez pas être franchement satisfait. Et puis peut-être que finalement, vous auriez réussi à trouver le même résultat mieux en faisant une recherche Google. Alors aujourd'hui, il y a des nouveaux outils de recherche. Hein. Google est complètement en train de s'effondrer parce qu'il y a des nouveaux moteurs de recherche boostés à l'IA qui apparaissent, mais ça coûte de l'énergie aujourd'hui de faire une recherche. Et l'IA, malheureusement, ça peut poser des questions d'information. On parlait des deepfakes tout à l'heure. Aujourd'hui, on est de plus en plus performants. Les nouveaux modèles, c'est bluffant ce qu'ils sont capables de faire en termes de vidéo, en termes de contenu. Donc aujourd'hui, quand vous allez construire une solution IA ou quand vous allez adopter une vision IA, posez-vous la question de l'impact environnemental, social, alors démocratique, moins je pense, mais en tout cas environnemental et social. Environnemental, pourquoi on parlait de modèles self-hosted. Moi, je vais vous poser une question toute bête. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une IA qui est capable d'interpréter des vidéos, d'interpréter des audios en temps réel, d'interpréter du texte, des PDF, des docx, voilà. Est-ce que vous avez besoin d'une IA qui sait faire tant de choses? Est-ce que vous avez besoin d'une IA également dans votre business qui est capable de générer des images, des vidéos et même du texte, et même des voix? Je pense que non. Je pense que pour la majorité de vos cas d'usage, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez peut-être besoin d'une IA qui est capable de générer du texte à la rigueur, de comprendre du texte à la rigueur. Pour le reste, je suis un peu moins certain. Et ben, sachez que ces IA, aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité d'utiliser des small language models qui sont peu coûteux, à peu de paramètres, que vous pouvez héberger de manière contenue, c'est-à-dire pas sur un data center aux États-Unis, peut-être même des fois les déployer
sur le poste de travail des collaborateurs, alors ça se discute, mais je suis quasiment persuadé que pour rédiger un mail, vous n'avez pas besoin d'appeler ChatGPT. Vous pouvez appeler un tout petit modèle à 3 millions de paramètres, c'est largement suffisant, 3 milliards de paramètres. Il connaît à peu près toute la littérature française, anglaise et puis allemande, et qui est capable d'écrire dans ces 3 langues-là. Si l'ensemble de votre parc client il est francophone, vous n'avez pas besoin d'avoir un modèle qui maîtrise le mandarin. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'usage de l'IA il est sur des gros data centers qui nécessitent des centrales nucléaires à eux seuls? Bah, tout simplement parce que ça coûterait trop cher à ces fournisseurs de faire des rebascules sur des modèles locaux. Et peut-être aussi parce qu'ils ont un intérêt sur la rétention de la donnée, mais ça, c'est autre chose. Évaluez toujours les risques également que vous engagez. Si, le plus gros risque, c'est d'avoir un solutionnisme technologique, c'est-à-dire que vous avez un problème, vous allez chercher une techno. Peut-être que des fois, le problème, il est résolvable autrement que par la technologie. On est dans une culture, nous, très techno. On a toujours tendance à croire que la techno va répondre à tous les problèmes. Finalement, l'humanité, elle a parfois réussi à trouver des solutions à la technologie. Hier soir, je lisais un livre à ma petite fille à ma fille, sur justement cet homme qui en Afrique a réussi à revégétaliser une région qui avait été impactée par l'avancée du désert parce que les hommes avaient coupé tous les arbres qui protégeaient justement des vents chauds du désert. Il n'a pas utilisé de technologie, il a utilisé des termites, des plantes et de la sueur. Bon. Et ben, il a réussi à solutionner son problème. Le risque aussi, c'est de la défiance, notamment dans le milieu de l'IT. Les métiers sont en train de se transformer. Donc vous allez avoir de la défiance de la part des collaborateurs. Et il faut mettre en place absolument de la transparence sur à la fois comment vous allez, quels sont les usages, mais comment est-ce que vous allez concevoir, héberger, et puis où est le code source. Moi, je suis un partisan convaincu de l'open source, du logiciel libre. Plus vous aurez de la transparence, plus vous serez capable de susciter de l'adhésion. Les biais, on en a beaucoup parlé. Expliquez vos biais. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir la même réponse à la même question si vous utilisez Claude que Grok, parce que Grok il se fait souvent réécrire par son concepteur pour pouvoir avoir des réponses conformes à la vision de son concepteur. C'est ce qu'on appelle introduire des biais. Alors, il a encore de temps en temps la capacité de reconnaître qu'il raconte n'importe quoi. On en reparle dans 5 ans. Et puis assurez-vous d'avoir des systèmes terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un peu la vision, plus vous êtes ouvert, plus vous êtes sûr que c'est maintenable. On voit bien les solutions propriétaires aujourd'hui, elles font face à des difficultés. Les langages propriétaires font face à des difficultés vis-à-vis de tout ce qui est open source et de tout ce qui est universel. Donc, quand vous concevez, ayez cette approche de dire est-ce que dans 15-20 ans, on aura encore de l'eau et ma solution sera encore viable. Il y a quelques référentiels aujourd'hui de qualité qui existent en France et qui doivent être dans le scope de ce que vous allez faire. Référentiel RGS, référentiel est très important, RGPD, on en a parlé, RGPD, on en a parlé, RGS pas du tout, mais vous recadrez. Et il y a 2 autres référentiels qui sont très importants, qui est le RG2A, donc ça c'est à l'échelle européenne déjà, d'autant plus en France, c'est le fait de faire des applications qui sont accessibles à tous, donc aux malentendants, aux malvoyants. Et puis un référentiel que j'aime beaucoup, c'est le RGESM, qui est sur l'éco-conception et comment est-ce qu'on fait des applications avec une conception durable, quoi. Enfin, vraiment
des objectifs durables et qu'on évite d'éclater 80% de la forêt amazonienne pour un chatbot, quoi. Enfin, bon, ça c'est personnel, mais moi je trouve que c'est important de s'inscrire. Je pense que c'est d'ailleurs porteur. Demain, derrière cette éco-conception, il y a aussi une rationalisation des coûts. Hein. Coût d'usage, bien entendu, par effet levier, hein, c'est démontrable. Hein. Moins votre application est gourmande, moins elle vous coûtera cher. Eh ben, écoutez, on arrive presque à la fin. Petite synthèse et recommandations. Voilà, point clair à retenir. Ayez une stratégie IA plateforme, une approche itérative, une gouvernance progressive. La conformité est intégrée dans votre conception et la qualité et la soutenabilité. Point clair à retenir. Je verrai avec le service marketing si on vous transmet la présentation. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que vous l'ayez sous la main. Quelle est la feuille de route pour démarrer? Un cadrage de 2 semaines, une investigation de 6 semaines, 3-6 semaines, entre la semaine 3 et la semaine 6. Vous prototypez, vous construisez et ensuite vous accélérez. J'ai remis ici tous les points essentiels. Et maintenant, à vous de travailler. Moi, il ne me reste plus une goutte de salive dans la bouche. Donc, à vous de poser des questions. Il y a quelques questions que j'ai mis ici avec des ressources. Est-ce que toutes les données sont en ordre? Non. AIPD n'est pas forcément systématique et fortement recommandé. Comment convaincre? Soyez itératif. Open source ou propriétaire? Ça dépend de vos contraintes. Moi, je vous dirais open source, c'est mieux. Quelques petites documentations officielles intéressantes ici. Quelques petits outils pratiques. Donc, AI Act Game, je vous l'ai déjà transmis. Des lectures intéressantes ou tout le moins sympas. Et puis des communautés qui peuvent être sympas aussi à fréquenter. Il y en a plein d'autres. Allez, je vous écoute. Je vous rappelle, hein, il y a l'onglet questions. Alors, j'ai... OK. Pour éviter les réponses biaisées, il faut correctement le prompt système de notre AI en local, en visual accès, à Internet via un agent, scrapper web. Alors, oui, effectivement, je pense que les métiers sont en train de se transformer, les sociétés sont en train de s'équiper. Le prompt engineering, c'est un vrai sujet. Les fournisseurs de solutions sont également en train de monter en maturité et en outillage. Aujourd'hui, vous utilisez il y a 2 ans, la réponse était dans le fine-tuning. Aujourd'hui, maintenant, on est sur des workflows agentiques avec des agents spécialisés, avec des guidelines, des rules, vous appelez ça comme vous voulez. Effectivement, plus vous passerez du temps à comprendre comment ça marche et à cadrer et tester, meilleur ce sera. Vous avez pas forcément d'ailleurs besoin de scraper le web entier pour améliorer la qualité d'une réponse. Aujourd'hui, une IA locale avec un RAG, c'est très performant si vous avez un RAG performant. Parce que finalement, dans votre RAG, vous allez mettre l'information essentielle dont vous avez le plus besoin. Et plutôt que d'aller chercher moi, j'ai fait un test. J'ai demandé l'autre jour, j'ai demandé à je sais plus lequel, en utilisant le mode recherche, il allait me chercher des dépôts GitHub de solutions qui avaient été développées vaguement par 2 personnes, qui avaient été mises à jour il y a 1 an et qui avaient 0 star. Bon, ça lui a pris 45 minutes. Alors évidemment, il a retourné d'autres résultats, mais vous voyez, est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Non, ça m'a fait perdre du temps et des crédits. Donc, le scrap web, il peut être pertinent dans certaines phases de conception, notamment quand on est très très en amont, qu'on est en train d'essayer un peu de structurer sa pensée. Au bout d'un moment, en usage quotidien, le scrap web, il n'est pas nécessaire. Le scrap web, moi, je le déconseille en usage entreprise. Je conseillerais plutôt un RAG. Avec, par contre, des agents qui ont des prompt systems travaillés. Voilà.
Euh, Pour se concentrer pour concentrer ce problème de suppression, il faut automatiser des backups journaliers sur notre conteneur et réglementer la gestion des relais. Oui, oui. Après ça, c'est des questions de mise en place de stratégies de backup. Voilà. Il y a aussi la notion de guardrails. Aujourd'hui, il est possible dans les flux agentiques de mettre en place des contrôles de conformité, de sécurité, de mettre des règles d'exclusion. Enfin, il y a tout un tas de stratégies code qui sont à mettre en place. Mais c'est pour le coup, c'est en phase de conception de la solution IA, de se dire en fait qu'est-ce qu'on autorise à faire à l'IA ou pas. Chez Accelor, on va utiliser l'IA, on utilise l'IA pour accélérer nos développements. Aujourd'hui, on n'autorise pas les IA à faire du push. Tout simplement sur les repo Git. On est sur des solutions qui sont open source. On a besoin de maîtriser le code avant qu'il soit envoyé par un agent. Aussi fort soit-il l'agent, parce que ils ont été entraînés sur des quantités astronomiques de code base. Il y a toujours besoin, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est de plus en plus émergent dans les workflows agentiques, c'est la notion de human in the loop. Aujourd'hui, de demander à un agent de tout automatiser, tout dépend de la complexité, mais vous vous exposez à des risques de mauvaise conception ou de cafouillage. Un agent, il a une fenêtre contextuelle pour les plus performants d'entre eux d'1 million de tokens. 1 million de tokens, ça va très vite quand vous avez une grosse code base. Donc, il faut faire attention à ça. Faut mettre en place des algorithmes de contrôle, mais aussi des humains de contrôle. Et je pense que l'humain, aujourd'hui, il n'est pas substituable dans les flux agentiques. Côté roadmap, est-ce que vous avez en tête de sortir le SaaS avec un agent IA qui aura une expertise sur chaque métier, par exemple? Oui, c'est dans le roadmap. Je ne vais pas vous le cacher moi et mon équipe, on travaille sur ces sujets. Comme je le disais, on est un éditeur de RP et donc on a une application au risque. Donc, avant de commercialiser quoi que ce soit, on doit s'assurer qu'on sécurise énormément. Il y a des agents qui peuvent être focalisés sur des tâches à faible valeur. Il y a des agents dans un ERP qui vont être focalisés tout simplement sur leur récupération de documentation dans du RAG. Aujourd'hui, dans un ERP, si je mets en place un chatbot, quel est le premier besoin que les utilisateurs m'ont remonté? C'est d'avoir des explications sur comment utiliser l'application. Donc, c'est un RAG essentiellement. Après, aujourd'hui, dans notre ERP, on a une maturité système, il y a un certain nombre d'automatismes qui ont déjà été codés. Donc, qu'est-ce que le ERP va pouvoir apporter de plus? Qu'est-ce que l'agent va pouvoir apporter de plus? Je ne le sais pas. Par contre, ce que je suis capable de vous dire, c'est que demain, notre système, il est équipé de machine learning qui vous permet de faire du forecast sur les prochains mois de vos ventes. Là, ça a de la valeur. Il est équipé d'une IA qui permet de faire de la contrainte en capacité finie. C'est déjà le cas, on a déjà un outil pour le faire. Là, ça a de la valeur parce que ça va vous permettre de vous libérer du temps homme à faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. La roadmap, j'ai besoin de l'affiner parce que les outils avancent vite. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on est sur une analyse produit. On a des choses en version bêta. On est sur une analyse produit. Quel est notre produit? Quelle est la feuille A4 de notre produit? Une expertise sur chaque métier, c'est possible, mais qu'est-ce que ça apporte? Si c'est vraiment juste de la documentation, j'ai juste besoin d'un RAG. Ça, c'est rapide. Est-ce que vous avez d'autres questions? En sachant qu'il est 12h47, donc on est a priori pas mal dans les temps. Moi, ce que je vous propose, vu qu'il n'y a pas beaucoup plus de questions, c'est d'arrêter là. Dans tous les cas, je remercie les personnes encore présentes et celles qui ont participé de leur temps. J'espère que je vous ai appris des choses. J'espère que je vous ai donné quelques petites clés, notions sur comment driver l'IA. On a beaucoup parlé de machine learning, de LLM, mais fondamentalement, c'est applicable aux autres enjeux IA qui sont le deep learning, machine learning, à beaucoup de projets. Si vous êtes intéressé, je serais ravi d'en rééchanger. N'hésitez pas à faire un feedback sur cette présentation par mail à la boîte contact@accelor.com si jamais vous voulez qu'on
on refasse quelque chose de ce format-là sur une thématique. Ça peut être la cybersécurité, ça peut être l'architecture. Enfin voilà, aujourd'hui les sujets sont vastes, hein. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et puis à très bientôt.